Bien, bah, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Henri Laurence, merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie d'autant plus chaleureusement que vous avez été le premier à nous laisser publier un de vos textes en rapport avec le conflit actuel sur Clio Text et vous avez très très vite accepté de faire cette conférence qui est très utile pour les enseignants. Vous êtes professeur au Collège de France. Vous êtes un très grand spécialiste du monde arabe et votre éclairage est d'autant plus précieux que depuis le 7 octobre, les enseignants que nous avons été assaillis de questions. Ce conflit a peu faire irruption dans nos cours, même sans qu'on le souhaite forcément. Et pour un enseignant, même avisé, même qui a des connaissances sur le conflit israélo-arabe, eh bien, il peut manquer quand même un certain nombre d'éclairages et d'approfondissements que seul vous et votre expertise avec quelques autres pouvez apporter. Donc vraiment un grand merci d'être là. Je pense que ça va être utile, hein. Cette conférence est enregistrée, elle sera accessible librement sur notre chaîne YouTube. Donc, bon, si jamais certains d'entre vous sont obligés de nous quitter précipitamment, il y aura la possibilité d'accéder à la fin de la conférence sans problème. Et également, les présents qui le seront de toute façon, eux aussi pourront, enfin, les absents, pardon, pourront de toute façon reprendre le replay. Euh, je voulais également vous présenter dans les grandes lignes comment nous allons organiser notre propos. Monsieur Laurence m'a dit qu'il voulait orienter son discours autour de l'exceptionnalité du conflit israélo-palestinien. J'ai quelques petits points préalables peut-être à baliser avant d'aller vers le terrain immédiat, le terrain de la crise actuelle. Je propose qu'on commence par une introduction sur vous, sur votre parcours de chercheur, sur votre façon de travailler. Ensuite, qu'on redonne quelques jalons rapides de la question de Palestine, ce qui permettra d'apporter un éclairage sur vos publications du même nom. Et puis enfin, bien sûr, une très large part consacrée au conflit aujourd'hui. Concernant le public, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Ces questions, en fonction de leur thème, seront soit traitées dans le fil de mon échange avec Monsieur Laurent, soit pendant un temps de questions à la fin. Donc ne vous affolez pas, on va bien regarder. Jean-Michel Cronier est avec moi pour bien vérifier qu'on n'oublie rien. Et voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne conférence et je propose donc qu'on commence. Bien, je vous remercie. Alors, je ne sais pas trop si je dois me présenter moi-même. Ah bah écoutez, allez-y si vous pouvez nous expliquer comment on devient un spécialiste du monde arabe, ça m'intéresse. Disons que non. Disons que je fais plutôt ce qu'on pourrait appeler de l'histoire thématique, un peu pas thématique, comparée, compte tenu que pour comparer, il faut saisir les objets historiques dans leur rencontre, dans leur intersectionnalité, si l'on peut dire. Je vais utiliser le terme d'il y a déjà 30 ans, donc je n'ai pas de scrupules à l'utiliser. Donc, la première partie de mon travail avait porté sur l'expédition d'Égypte parce que c'était une intersection entre l'histoire de la France, de la Révolution française et celle du monde arabe et musulman. Et puis ensuite, j'ai essayé de chercher un nouveau sujet de recherche qui porterait sur ces intersections. Et l'intersection la plus importante, c'est la question de Palestine. Donc, j'ai consacré quelques milliers de pages sur le sujet. Alors évidemment, essayer de résumer ces milliers de pages en quelques minutes me paraît un peu, Impossible. voilà, mais d'autant plus que ça ne pousserait pas les gens à lire les livres. Donc, il faudra que je me restreigne. Donc, je vais simplement insister d'abord sur une idée essentielle. Pourquoi on parle aujourd'hui de ce sujet alors qu'il y a des sujets d'ultra-violence dans le monde ces derniers mois qui pourraient attirer aussi notre attention. Dans la région Moyen-Orient, on peut compter 500 000 morts en Syrie depuis 2011. L'Irak est devenu
au moins depuis 2003, voire avant, ce qu'on appelle une terre de sang. Vous avez des catastrophes humanitaires terrifiantes au Soudan, sans parler de l'Éthiopie. Mais bon, ce sujet n'a pas mobilisé grandement les opinions publiques. Et donc, c'est les événements du 7 octobre et leur suite qui attirent l'intérêt du monde, d'où le côté exceptionnel du sujet. Alors, dans un premier temps, je vais évoquer dans un long retour historique ce qu'on a appelé la question juive. La question juive, au départ, est liée à l'émancipation en Europe des non-chrétiens, euh, dans la mesure même où il n'y avait pas en Europe, depuis l'expulsion des Morisques, de musulmans. Et c'était donc la question que s'était posée la Révolution française, avec la formule de Clermont-Tonnerre en 1791, tout le reconnaître en tant qu'individu, tout le refuser en tant que nation. Nation ayant ici le sens de communauté. Et ce modèle individuel, en quelque sorte, c'était le modèle dominant de l'émancipation des Juifs en Europe, qui est beaucoup plus longue qu'on ne le pense habituellement, hein, puisque l'émancipation n'est achevée en Europe de l'Ouest que dans les années 1860. En Angleterre, c'est à ce moment-là seulement que les Juifs peuvent être élus au Parlement. En Allemagne et en Italie, c'est au moment de l'unité allemande et de l'unité italienne que l'émancipation avec l'égalité est établie. Donc, cette question a d'abord porté sur ce qu'on va appeler à partir de 1880 l'antisémitisme. Alors, l'antisémitisme, évidemment, c'est une foultitude de choses totalement différentes. Vous avez l'ancien antijudaïsme qui est lié au christianisme, c'est-à-dire le rejet de l'héritage juif du christianisme, avec le risque que l'on a eu en christianisme de voir ce qu'on appelle des hérésies judaïsantes, c'est-à-dire des populations qui n'avaient pas de lien direct avec le monde juif, mais qui adoptaient la religion juive en suivant simplement les enseignements de la Bible. Et donc, il y a eu une méfiance très forte, aussi bien chez les catholiques que chez les orthodoxes, de ce risque. Vous avez eu aussi les liens liés aux positions économiques du monde juif, dans la mesure même où les juifs européens n'étaient pas en position agricole. C'était une population essentiellement urbaine, artisanale, mais aussi dans les métiers d'argent, d'où une méfiance envers les métiers d'argent, les mythes de l'usure, etc. Et puis, vous avez les facteurs nouveaux qui apparaissent aux alentours de 1880, qui sont l'antisémitisme proprement dit, c'est-à-dire la définition des Juifs comme corps étranger dans la société européenne. Alors, en Allemagne, c'est défini comme une race externe, des halogènes, tandis qu'en France, c'est plutôt absent de l'histoire française. C'est la formule la terre et les morts de Barrès, ils ne sont pas dans la terre et les morts. Ils sont des étrangers par nature, de la même façon que pour Maurras, les francs-maçons et les protestants sont étrangers à la France. On a, si vous voulez, ce qu'on peut appeler des idéologies authentitaires, et cet authentitarisme rejette les Juifs comme exogènes. Mais cela dit, en Europe de l'Ouest, cet antisémitisme reste un fait d'opinion publique, puisqu'en Europe de l'Ouest, vous avez un état de droit et une égalité des droits. Donc, il y a bien des actions antisémites, mais elles sont dans le domaine de ce qu'on pourrait définir comme la société civile. En revanche, en Europe de l'Est, dans l'Empire russe et en Roumanie en particulier, dans les autres États balkaniques, l'émancipation a été proclamée. Il y a eu refus de l'émancipation
Alors là, c'est nié à la constitution de l'État russe d'un côté, puisque les Juifs de l'Est étaient partis du royaume de Pologne, ils ne faisaient pas partie de la Russie. Et les Juifs sont entrés dans l'Empire russe à mesure que l'Empire russe se dilatait au détriment de l'ancien royaume de Pologne en Ukraine et en Pologne proprement dite. Et donc, les tsars ont limité la présence juive dans une bande de territoire allant de la Baltique à la mer Noire, mais refus de les laisser entrer dans la Russie profonde. Ceci a évidemment des échos aujourd'hui dans ce qui se passe en Ukraine. Alors, il y a eu une construction d'une exceptionnalité juive à ce moment-là parce que les populations juives de l'Europe de l'Est se trouvaient soumises à des législations discriminatoires d'ordre divers et il y a eu plusieurs options possibles pour ces populations qui étaient en pleine croissance démographique. La première a été l'immigration. Et là, il faut revenir à un élément de 1880. C'est vers 1880 que les chemins de fer d'Europe orientale sont connectés aux chemins de fer d'Europe occidentale. Donc, à partir de ce moment-là, si vous êtes à Plonsk en Ukraine, vous pouvez prendre le train et arriver à Hambourg en assez peu de temps, et à Hambourg, monter sur un paquebot de la Hambourg America pour arriver à Ellis Island. Et donc, vous avez, à partir de 1880-90, un exode massif de juifs orientaux vers l'Amérique du Nord, mais aussi, de façon secondaire, vers l'Amérique latine. Et un peu plus tard aussi, vers l'Afrique du Sud. La seconde option a été le mouvement révolutionnaire, puisque les Juifs étaient soumis à une législation antisémite, ils pouvaient espérer être émancipés par le biais de l'action révolutionnaire. Ce qui explique l'importance de la participation d'individus juifs dans le parti social-démocrate russe, qui ensuite, comme vous le savez, est divisé en bolcheviks et mencheviks. Et puis, vous avez une organisation juive socialiste autonome qu'on appelle le Bund. Et puis, vous avez aussi un refuge vers l'orthodoxie religieuse et une fermeture au monde. Mais c'est surtout entre 1880 et 1900 que va se définir un nationalisme juif. Alors, la première version du nationalisme juif est de prendre assise sur la réalité humaine de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire de créer une nation juive à partir de la culture juive yiddish, donc du judéo-allemand, et qui est en pleine inflorescence culturelle à ce moment-là. Et puis, donc c'est en particulier la thèse du Bund. Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas de territoire. Et donc, vous avez l'idée de créer un nationalisme sans territoire d'ordre communautaire, ayant donc des droits spécifiques à l'intérieur des pays d'Europe centrale et orientale. Et puis, vous avez, en dernière source, le sionisme qui arrive de façon tardive. Alors là, il faut revenir à la définition de ce qu'est un nationalisme en Europe centrale et orientale. Dans cet espace géographique, ce n'est pas le nationalisme à la française fondé sur l'adhésion, ni le nationalisme à l'allemande fondé sur l'authenticité. C'est une troisième forme de nationalisme qui est la convergence de trois facteurs. Le premier facteur est d'avoir une langue commune. Le second facteur est d'avoir une religion commune. Et le troisième facteur est d'avoir eu une existence historique étatique importante dans le passé. Autrement dit, pour créer une nation bulgare, il faut déjà parler le bulgare, être de religion orthodoxe et se revendiquer du royaume de Bulgarie médiévale. Si vous voulez être serbe, il faut parler le serbe, être de religion orthodoxe et se revendiquer
du royaume médiéval de Serbie. Si vous êtes grec, religion grecque, langue grecque, et se revendiquer non pas des royaumes récents, un peu de Byzance, mais surtout de la Grèce antique. Et on pourrait continuer pour être polonais. Il faut parler polonais, être catholique, et se revendiquer du royaume de Pologne. Pour être russe, il faut parler le russe, être orthodoxe et se revendiquer de l'État russe qui existe à ce moment-là. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, les Juifs n'ont aucune possibilité d'émancipation sur place, puisqu'il leur manque au minimum la case religion. Et on peut être parfaitement polonophone, mais pas être reconnu comme polonais par les Polonais. Vous pouvez être parfaitement russophone, mais ne pas être reconnu comme russe euh, par les Russes, puisqu'il vous manque la religion. Alors, dans ce cas-là, le mouvement sioniste, pour simplifier les choses, parce que c'est beaucoup plus compliqué, va créer ces critères qui n'existaient pas avant. Alors, comme ils n'ont pas de royaume sur place, ils vont se revendiquer des royaumes bibliques qui imposent au passage une lecture historique de la Bible. Ils n'ont pas de langue commune, ben, ils vont en créer une, l'hébreu moderne. Et dans la mesure où ils n'ont pas de religion, parce que les rabbins sont hostiles au sionisme à ce moment-là, parce que ça empiète les droits de Dieu, et ils vont créer une version du judaïsme qui leur permette de se revendiquer comme une religion et une identité. Alors donc ça, c'est le mouvement sioniste qui s'est construit très progressivement entre 1880 et 1914. Et la première émigration juive importante commence dans les années 1880 en Palestine, mais par exemple, le mouvement sioniste de Theodor Herzl n'apparaît en Palestine qu'à partir de 1908, donc assez euh, tardivement. En effet, la demande des leaders sionistes, inspirés par Theodor Herzl, c'est ce qu'on appelle le sionisme politique, qui dit que la présence juive en Palestine ne peut être conditionnée que par un soutien des puissances extérieures à la région. Donc, à l'époque, les puissances européennes qui exercent une domination de fait dans l'espace ottoman. Et donc, Herzl va chercher un peu partout des soutiens euh, en Europe, d'abord l'Allemagne de Guillaume II, même la Russie, la Grande-Bretagne, pas la France, parce que la France, pour d'autres raisons, est hostile au sionisme de Théodore Herzl. Donc, le sionisme politique, pour réussir son projet, a besoin de mobiliser un certain nombre d'affects politiques, à la fois internes à la société juive et externes à la société juive. Alors, évidemment, interne à la société juive, c'est la mobilisation de l'ensemble des références bibliques et qui reprend donc le discours religieux, mais en lui donnant un sens historique. Euh, à l'extérieur, on va s'appuyer aussi sur les sentiments bibliques, particulièrement à l'intérieur du monde protestant, hein, parce que les catholiques sont assez réfractaires à cette référence, ne serait-ce que parce que le catholicisme renvoie plutôt au Nouveau Testament, tandis que le protestantisme s'appuie sur l'Ancien Testament. Donc, les catholiques sont moins susceptibles d'être émus. Et puis, ça correspond à une version théologique du protestantisme qui date du XVIIe siècle, de l'époque de Cromwell, que l'on appelle l'accomplissement des prophéties, qui voudrait que l'avènement du millénium, c'est-à-dire 1000 ans de bonheur, passe par le rassemblement des Juifs en Terre Sainte et leur conversion éventuelle au christianisme avant l'accession au bonheur et à la fin des temps. C'est ce qu'on appellera plus tard le sionisme chrétien, mais qui est en réalité bien antérieur au sionisme, puisqu'il existe depuis le XVIIe siècle.
Et évidemment, les leaders sionistes, jusqu'à aujourd'hui, vont s'appuyer sur cette référence religieuse. Donc là, nous avons la mise en place du premier acteur qui nous concerne, qui est le mouvement sioniste, avec la nécessité, pour qu'il se crée, qu'il se développe, de pratiquer ce qu'on pourrait appeler une politique de relations publiques permanente et d'avoir le soutien de puissances externes à la région, parce que les leaders sionistes ont rapidement compris que les populations locales et les pouvoirs locaux leur étaient hostiles. Alors, du côté palestinien, on a aussi des choses assez complexes. D'abord, vous avez une vieille société agraire palestinienne qui remonte à des siècles, voire à des millénaires, et dont on peut dire, pour un certain nombre d'aspects, que l'on peut largement supposer qu'ils sont tout simplement des descendants des Juifs de l'Antiquité, avec l'adjonction de différents éléments à des périodes postérieures, c'est-à-dire des tribus arabes de la péninsule arabique, des Kurdes et des Arméniens. Mais disons qu'il y a cette continuité historique qui se trouve aussi marquée par un ensemble de textes religieux d'origine orale qu'on appelle en arabe les Israéliyates, les faits d'Israël, qui fait que l'islam palestinien est un islam nourri de références bibliques, mais à partir d'une tradition orale et pas d'une tradition écrite. Euh, pour prendre un simple exemple, le saint le plus vénéré de Palestine, c'est Nabi Moussa, le prophète Moïse, dont le tombeau se trouve à Jéricho, alors que la Bible marque que Moïse n'est jamais entré en Terre Sainte. Vous voyez la différence euh, des textes. Alors, cette, ce territoire palestinien, qui n'existe pas en tant que tel avant le 19e siècle, même s'il y a des continuités historiques, doit avoir un enjeu important dans l'élite des puissances au 19e siècle, parce que les puissances, en particulier la France et la Russie, vont s'opposer frontalement dans la protection des communautés chrétiennes qui sont en même temps un genre d'influence. La France proclame un protectorat sur les catholiques de l'Empire ottoman et la Russie sur les orthodoxes. Et le conflit va éclater à partir du contrôle des lieux saints chrétiens à partir de Bethléem en 1847, ce qui cause la guerre dite de Crimée de 1854 à 1856, dont vous voyez les origines viennent de la question des lieux saints. Donc les lieux saints chrétiens du 19e siècle ont une importance géopolitique absolument essentielle. Donc les autorités ottomanes surveillent très attentivement ce sujet, créant une législation ad hoc qu'on appelle la législation du statu quo, et au massage, donc créant un territoire qui s'appelle à l'époque le Sanjak de Jérusalem, l'arrondissement ou la province de Jérusalem, qui dépend directement de l'autorité centrale, parce que c'est une question absolument dangereuse du point de vue géopolitique. Et les Européens vont appeler ce Sanjak de Jérusalem Palestine. Par exemple, le consulat de France, le consulat général de France en Palestine, enfin à Jérusalem, s'appelle dès une première moitié du 19e siècle le consulat de France en Palestine. Et la même chose pour les Britanniques, pour les Allemands, etc. Alors, ce fait, c'est ce que j'avais appelé jadis l'invention de la Terre Sainte, est lié à le fait que non seulement la Palestine est un enjeu géopolitique à l'intérieur de l'Empire ottoman, mais il est aussi un enjeu que, pour utiliser une formule que Paul Ricoeur avait utilisée, géothéologique. Donc géothéologique, c'est-à-dire que la Palestine, par le biais d'archéologie biblique, est la démonstration de la véracité de la Bible par rapport à la critique philologique de la Bible, comme chez Renan par exemple, qui remettent en cause la version commune de l'histoire du judaïsme et du christianisme. Donc il y a un investissement sur la Terre Sainte qui est absolument considérable. Alors, dans la modernisation de l'Empire ottoman dans la dernière décennie du 19e siècle, vous avez différents
question. Les populations de l'Empire ottoman, dans leur papier d'identité, puisqu'ils ont des papiers d'identité, ils sont modernes, sont définies par leur citoyenneté, la citoyenneté ottomane, et par leur appartenance religieuse. Mais vous n'avez pas de distinction régionale dans l'identité. Là, vous avez différents courants identitaires dans les provinces arabes de l'Empire ottoman, dont les plus importants peuvent être définis comme le syrianisme, c'est-à-dire nous sommes les ancêtres, enfin nous sommes les descendants des Syriades qui occupent cette région depuis 4 ou 5 000 ans, c'est donc ce qu'on appelle le syrianisme, qui permet de dépasser l'opposition entre chrétiens et musulmans. Vous avez les Libanais, ou certains Libanais, qui disent nos ancêtres, les Phéniciens, c'est donc qu'on appelle le phénicisme. Et puis en Égypte, vous avez le mouvement égyptianiste qui revendique l'Égypte non pas comme un État musulman, mais comme l'héritier de l'Égypte antique. Donc vous avez ces choix identitaires. Alors, dans la période proprement ottomane, c'est-à-dire 1880-1914, l'immigration juive bénéficie de la protection consulaire des principales puissances européennes. Et évidemment, c'est des instruments d'influence entre les puissances européennes, au point que, par exemple, à la veille de 14, les Juifs maghrébins sont protégés français, tandis que beaucoup de Juifs de l'Est sont sous protection allemande. Mais ils n'ont pas la citoyenneté ottomane. Alors, je passe à grand galop, si vous voulez, sur les événements suivants. Et à la Première Guerre mondiale, la fin de l'Empire ottoman, la nécessité pour tous les peuples ou populations de l'Empire ottoman de se recadrer dans le nouveau cadre institutionnel créé par la Conférence de la paix, qui pour le Proche-Orient est le système des mandats. Et la Palestine a été mise sous mandat britannique. Alors, dans ce cadre-là, les Palestiniens, qui n'étaient plus ottomans puisque l'Empire ottoman n'existait plus, ont été obligés de se redéfinir soit comme Syriens, soit comme Palestiniens. Alors, je passe sur les épisodes, mais c'est l'identité palestinienne qui domine à partir de 1920. Alors, le mandat britannique fait penser irrésistiblement au pont de la rivière Kwai, c'est-à-dire c'est une magnifique réalisation institutionnelle qui bat complètement dans le décor parce que les Anglais n'arrivent pas, par définition, à mettre d'accord les Arabes palestiniens qui considèrent que l'immigration juive constitue un danger mortel pour eux parce qu'elle implique nécessairement, pour arriver à un État juif, à expulser les populations arabes de Palestine. Alors, il y a différents épisodes, différentes séquences historiques. Il y a la grande révolte de 1937 à 1939, qui est la plus grande révolte anticoloniale de l'Empire britannique. Et ensuite, les Britanniques, pour des raisons de géopolitique, sont obligés de céder devant un certain nombre de revendications arabes et renoncent à établir un État juif en Palestine. Ce qui fait que les sionistes vont se tourner vers les États-Unis à partir du début des années 1940 et jouer cette fois la carte américaine contre les Britanniques, ce qui amènera les dernières convulsions du mandat entre 1945 et 1947, forçant finalement les Britanniques à abandonner le projet, enfin leur présence en Palestine, en retransmettant le dossier aux Nations Unies, puisque la Palestine était un mandat de la Société des Nations. Alors, si on regarde sur le terrain, on a d'abord une définition territoriale de la Palestine qui est celle actuelle. Hein. Quand on parle d'Israël-Palestine, c'est le mandat britannique sur la Palestine qui sert de point de référence. Ensuite, on a deux terres en Palestine. Vous avez une terre physique
qui est celui dans le contrôle et l'opposition entre les deux peuples. Alors, je passe sur les structures agraires qui expliquent aussi les raisons de ce phénomène. Mais l'idée essentielle, c'est que la Palestine fonctionne en jeu à somme nulle. C'est-à-dire que le progrès de l'un se fait toujours au détriment de l'autre. Et si quelqu'un a 45, l'autre a 55. Et celui qui passe à 46 implique que l'autre passe à 54. Et ainsi de suite. Donc, toutes les tentatives de sortie du conflit ont été des tentatives qui essayaient de dépasser le jeu à somme nulle et qui ont toutes échoué depuis des décennies. Alors ensuite, nous avons l'autre Palestine, qui est la Terre Sainte. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des lieux saints chrétiens, mais bon, les lieux saints chrétiens ne posent pas de problème particulier aujourd'hui, puisqu'ils sont définis comme étant les lieux du passage du Christ durant sa vie. En revanche, les lieux saints musulmans et les lieux saints juifs sont pratiquement les mêmes, pour des raisons tout à fait simples. C'est qu'en s'appuyant sur les israéliates, ce sont les musulmans qui ont défini où se trouvaient les lieux saints. Et cette identification a été reprise ensuite par le monde juif. Ce qui fait que pratiquement, il n'y a pas un lieu saint musulman qui ne soit pas un lieu saint juif et inversement. Donc, un choc frontal, en particulier à partir de 1929, en ce qui concerne le mur des lamentations et au-delà, l'esplanade des mosquées, confrontation qui dure jusqu'à aujourd'hui, puisque les événements d'aujourd'hui portent le nom d'un déluge de l'Aqsa, c'est-à-dire de la principale mosquée de l'esplanade. Alors, vous avez ça. Vous avez ensuite l'enjeu mémoriel, enfin les événements essentiels des années 1940. L'enjeu des années 40 est le fait d'abord évidemment de la destruction des Juifs d'Europe liée à leur abandon voulu par les puissances occidentales dans la guerre contre l'Allemagne nazie, ce qui donnera ensuite un remords inextinguible jusqu'à aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez les événements de 1948, l'exode des Palestiniens, dont la série d'épisodes est complexe. On peut dire qu'au début, les exodes sont plutôt liés aux opérations militaires, les gens fuyant les combats tout simplement, comme on le voit aujourd'hui. Et puis ensuite, à fur et à mesure que la guerre se poursuit, on a une politique systématique d'expulsion des populations arabes par l'armée israélienne. Donc on n'est plus dans une guerre de survie comme au début, mais dans une guerre de conquête et de nettoyage ethnique. En particulier à l'automne 1948, l'armée israélienne, quand elle pénètre dans le sud de la Palestine, chasse systématiquement les populations vers le littoral, donnant naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. Et la même chose, en 1950, la population de la ville arabe de Majdal est expulsée vers la bande de Gaza et la ville de Majdal devient Ashkelon aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne cette région, il n'y a aucun problème historique de débat. On a eu une expulsion ordonnée et organisée par les militaires israéliens avec instruction du gouvernement israélien de l'époque, alors qu'il y a d'autres débats sur les autres régions de la Palestine. Et dès l'été 1948, cette expulsion, ce nettoyage ethnique des Palestiniens ont été appelés en arabe la Nakba, la catastrophe, d'où le fait que finalement la référence Nakba catastrophe est antérieure à la généralisation du terme juif de Shoah, qui est un peu plus tardive dans un usage courant que l'usage de mot Nakba, qui on trouve dans les textes arabes dès 1948. Et aujourd'hui, donc, les deux drames historiques sont la mémoire des deux peuples qui s'opposent. Alors, dans un conflit, vous cherchez
des alliés. Et dès les années 30, les Arabes palestiniens ont bien compris qu'ils n'auraient pas d'alliés en Occident, d'où le fait qu'ils se méfiaient terriblement des groupes de pression pro-sionistes auprès des gouvernements européens. Et donc, ils ont renforcé leur identité arabe et musulmane pour chercher des alliés à l'extérieur. Dans ce cadre-là, on a eu, à partir de la question des lieux saints de l'esplanade des mosquées, dès le début des années 1930, une opposition mortelle entre monde arabe et musulman d'un côté et monde juif de l'autre, qui a amené la désagrégation puis la quasi-disparition des communautés juives dans le monde arabe et l'État pratiquement en lambeaux des restes des autres communautés dans le monde musulman. C'est-à-dire qu'il reste encore une petite communauté en Turquie et une autre en Iran, mais sans aucune mesure à ce qu'elles étaient auparavant. Et puis, nous avons eu, à partir des années 50, le ralliement du tiers-monde contre l'impérialisme occidental, Israël apparaissant comme un instrument de l'impérialisme occidental. Et puis la guerre de 48 avait aussi créé des contentieux territoriaux entre Israël et ses voisins arabes dans le cadre de ce qu'on appelle les armistices de Rhodes. Donc à ce moment-là, on parle de conflits israélo-arabe à partir de 1948-49, la dimension palestinienne s'étant largement évanouie dans cette période, puisque les Palestiniens avaient été dispersés, une partie d'entre eux avait été intégrée dans le royaume de Jordanie, et la bande de Gaza étant sous administration égyptienne. Néanmoins, à partir du début des années 1960, vous avez eu une renaissance politique palestinienne qui a été reconnue parce que c'est par les États arabes, parce que ça devenait un facteur agissant sur la scène politique, avec la création de l'Organisation de libération de la Palestine en 1964 et le début de l'action des mouvements dits de résistance, enfin le terme résistance sera utilisé qu'en 67, disons les mouvements révolutionnaires comme le Fatah, à partir de janvier 1965. Alors, cela va conduire à la guerre de juin 67, qui est multifactorielle dans son origine, donc je n'ai pas le temps d'en parler, d'autant plus que c'est le sujet de mon cours cette année au Collège de France. Et surtout, vous avez la résolution 242 du 22 novembre 1967, qui est acceptable pour les États arabes parce que dans une lecture qui est la plus évidente d'ailleurs, elle parle de l'évacuation de territoires occupés durant cette guerre. Et donc, le nouveau slogan arabe n'est plus l'organisation de la libération de la Palestine, mais l'effacement des séquelles de l'agression, c'est-à-dire, plus clairement, la récupération par les États arabes des terres perdues en 1967. Et c'est dans cette mesure-là que progressivement les États arabes, surtout à partir de 1973, vont s'effacer de la scène politique, tandis que la dimension palestinienne reprend de plus en plus d'importance. C'est comme ça qu'on a un passage progressif entre ce qu'on appelait le conflit israélo-arabe et ce que l'on appelle aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. On le voit très bien dans la guerre de 1982 au Liban, c'est essentiellement une guerre israélo-palestinienne et non plus israélo-arabe. Alors, dans tout ça, on a des changements de perspective qui permettent aussi de comprendre les événements d'aujourd'hui. Sur le plan mondial, à la fin des années 70, on a un changement de paradigme de référence qui est que le paradigme du combattant s'efface progressivement au profit du paradigme des victimes. C'est entre 1975 et 1980. Ce que l'on met maintenant en exergue,
c'est la victime, c'est-à-dire les morts de chez soi, et non pas les morts que l'on commet chez les autres. Et on a un discours victimaire de plus en plus violent qui se traduisent en particulier par un déluge d'images de cadavres d'enfants. Ce que nous voyons alors là de façon épouvantable ces derniers temps, mais que l'on ressent déjà dès les années 1980. D'où les uns et les autres vont se définir maintenant non plus comme des combattants, mais comme des victimes. Alors on aura donc les Juifs qui se considèrent comme victimes de la Shoah et l'État d'Israël étant la réparation historique. Vous avez les Palestiniens qui se considèrent comme victimes des victimes, puisque si les Israéliens sont victimes, eux, ils sont victimes des Israéliens. Et puis, on a les Juifs séfarades d'Afrique du Nord qui s'estiment être victimes des victimes des victimes, puisqu'ils en veulent beaucoup aux Arabes d'Afrique du Nord de les avoir fait partir. Et donc, on a une situation de concurrence victimaire qui est déjà très sensible à la fin du XXe siècle, mais qui aujourd'hui est un véritable déluge si vous regardez les réseaux sociaux, les discours des uns et des autres. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que l'on a tenté la solution des deux États. Cette solution des deux États devait en quelque sorte prendre en compte d'abord ce qu'on peut appeler la satisfaction identitaire. Les deux peuples ont besoin d'avoir un drapeau national, un hymne national, une capitale, un drapeau, et ainsi de suite. D'autant plus que les succès des uns sont les défaites des autres, donc il est difficile pour les deux de célébrer la même chose. On le voit très très bien avec le calendrier juif qui est un peu décalé par rapport au calendrier grégorien. Au début de mai, on a la célébration de la création de l'État d'Israël, et puis la semaine suivante, on a la commémoration de la Nakba. Et donc, on voit très bien que les éléments de référence se combattent. Alors, il faut aussi une fiction juridique. Une fiction juridique parce que le territoire est tout petit. C'est 27 000 km², disons de l'ordre de 2 départements français. Et pratiquement, vous ne pouvez pas circuler sans passer d'un morceau à l'autre. Les réseaux téléphoniques, les réseaux d'irrigation, l'électricité, les ondes radio, enfin tout ce qui fait la modernité ne peuvent fonctionner que dans un espace unique. Donc il faut arriver à une gestion commune des ressources et une gestion qui soit équitable. Malheureusement, on a échoué. On a échoué dans le cadre de ce qu'on a appelé le processus d'Oslo. Alors, la raison principale de l'échec du processus d'Oslo dans les années 1990, c'est que les Israéliens n'ont pas été capables d'accepter une véritable décolonisation. Il y avait encore que 30 000 colons à l'époque en Cisjordanie, donc c'était faisable d'opérer sans trop de dommages une décolonisation, mais au contraire, les promoteurs israéliens d'Oslo ont cherché à doubler la population juive en Cisjordanie, entraînant les drames de la seconde intifada. Alors, nous avons aujourd'hui un corps à corps mortel entre deux populations. Avec le paradoxe d'aujourd'hui qui est que les Juifs ayant été définis comme victimes ont entraîné dans la victimologie les Palestiniens. C'est-à-dire donc à chaque fois qu'il y aura une revendication israélienne d'être victime, on va mettre immédiatement en exergue la victime palestinienne. C'est comme si quelque part l'exceptionnalité juive s'était étendue à l'exceptionnalité palestinienne, créant une exceptionnalité commune
qui fait qu'on s'occupe de ce conflit et pas des autres. Euh, le Yémen, enfin, le Yémen, le Soudan, etc., ça n'intéresse personne. Tandis que ce qui se passe là intéresse euh, tout le monde. Donc, cette exceptionnalité entraîne évidemment cette mobilisation internationale, celle avec laquelle nous vivons de façon quotidienne, en particulier depuis le 7 octobre. Et on voit mal actuellement les positions de sortie, ne serait-ce d'abord que les deux populations connaissent le même glissement vers un nationalisme purement religieux, aussi bien du côté musulman que du côté juif, que contrairement aux autres formes de colonisation, la colonisation juive ne peut pas être assimilatrice, parce qu'une véritable assimilation impliquerait une conversion au judaïsme qui est de nature impossible à réaliser. Ne serait-ce que parce que le judaïsme israélien est un judaïsme extrêmement conservateur, très hostile à la conversion. Et on a donc dans les événements du 7 octobre la démonstration d'abord d'un corps à corps mortel, comme je l'ai dit, la référence à la Shoah qui est arrivée absolument immédiatement dans le discours et dans le vécu des populations, mais aussi une crise existentielle dans l'identité israélienne et dans le projet sioniste lui-même. Dans la mesure même où l'État d'Israël, une fois constitué, s'est posé comme garantie de sécurité et éventuellement de refuge pour les Juifs dans le monde. Or, c'est le contraire qui s'est produit. D'abord parce qu'en Israël, même les Juifs se sont retrouvés en danger. Et ensuite, les événements du 7 octobre ont mis en danger la plus grande partie des diasporas juives dans le monde. Dans la mesure où ce qu'on peut appeler le judaïsme organisé, c'est-à-dire le judaïsme avec leurs institutions représentatives, puisque des juifs ne se reconnaissent pas dans ces institutions représentatives, est très largement aligné dans le monde sur l'État d'Israël, soit par le biais religieux, c'est-à-dire les rabbins, soit sur le plan politique, les institutions représentatives juives de la diaspora. Et cette solidarité avec Israël est aussi marquée par la multiplication des binationalités, nationalité israélienne plus nationalité française ou britannique ou américaine, etc. On a vu dans les derniers événements l'importance des binationaux dans les otages en particulier. Et on a le problème suivant qui est extrêmement douloureux, c'est que les communautés juives se sentent solidaires de l'État d'Israël, mais qu'une large partie du monde les considère comme comptables des actions de l'État d'Israël. Et ça provoque donc des tensions fortes à l'intérieur des sociétés occidentales d'aujourd'hui. Et on a, pour l'instant, je dois dire, une impasse durable. Moi, je suis d'un pessimisme terrible, ce qui me permet d'espérer de me tromper, mais je ne vois pas de sortie politique aujourd'hui, compte tenu de la violence des derniers événements, l'ampleur des souffrances, les traces mémorielles que les populations ont eues de ces événements. Et donc, on voit mal que le point de sortie qu'il pourrait y avoir. Mais donc, en même temps, le jeu politique s'est rouvert en quelque sorte depuis le 7 octobre, mais dans des circonstances absolument terrifiantes. Donc, j'espère que mon tableau vous suffit. Je fais à peu près 3/4 d'heure et je suis pour 3/4 d'heure de questions. Ah, Si ça vous convient. je vous remercie beaucoup. Effectivement, vous avez repris la trame hein, que j'avais préparée. J'ai un certain nombre de questions. Je vais commencer peut-être par les questions qui m'ont été posées de Laurent Desgrugilliers.
Alors, je crois qu'il y a un autre nom derrière, mais enfin, tu m'en voudras pas, Laurent. J'ai deux questions. La première, sur l'acquisition de terres par les sionistes avant la création d'Israël, comment s'est-elle faite? Est-ce que ce sont des achats de grands propriétaires absentéistes ou est-ce que ce sont d'autres cas de figure? C'est des cas de figure tout à fait différents. Il faut revenir aux structures agraires et en fait au petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire commence à la fin du XVIe siècle au Proche-Orient et dure jusque, disons jusqu'à 1850. Et donc ce petit âge glaciaire amène l'abandon des espaces de basse altitude, c'est-à-dire les littoraux et les vallées, qui sont complètement noyés par ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui des événements méditerranéens, c'est-à-dire des pluies d'une extrême violence. Et donc, les espaces de basse altitude sont de plus en plus marécageuses, qui entraînent la malaria, qui est encore plus hostile à la population. Donc, les populations méditerranéennes en général et en Palestine en particulier se réfugient sur les zones de hauteur et vous avez la mise en place d'un réseau de 6 à 700 villages palestiniens sur les hauteurs qu'on appelle cisjordaniennes, mais qui est une Cisjordanie beaucoup plus étendue que la Cisjordanie actuelle, avec une culture intensive absolument incroyable. Si vous jetez un coup d'œil sur les photos, vous verrez la densité de culture en terrasse qu'il y a eu, disons, pour l'époque moderne. Ceci aussi était amplifié par la stratégie des Mamelouks d'abord et puis ensuite des Ottomans ensuite, d'interdire le retour des croisés en empêchant l'établissement de populations sur le littoral de la Palestine. Donc en laissant pratiquement le littoral palestinien vide d'hommes, on empêchait le retour des croisés. Ce n'est que vers 1750 que les Ottomans ont inversé leur politique et relancé le peuplement des espaces littoraux de la Palestine avec le surgissement d'un certain nombre d'agglomérations qui jusque-là étaient des petites bourgades, dont les plus connues sont Gaza, Jaffa et Acre. Acre, vous savez, c'est là où Napoléon Bonaparte a été battu en 1799 par les Ottomans et par les Britanniques. Alors, à partir de 1850, mais même un peu avant, vous avez une remise en culture des espaces vides, des littoraux et des vallées. Et donc, la colonisation juive n'a pu se faire que là où il y avait des terres relativement vacantes, qui étaient les terres littorales ou de basse altitude, c'est-à-dire essentiellement des, des terres sur les littoraux, dans les régions littorales, et sur les vallées de la Galilée. Si vous regardez les cartes des implantations juives avant 1948, il n'y a pas une seule colonie juive en Cisjordanie, sauf dans la région immédiate de Jérusalem, parce que tout simplement, il n'y a pas de terre disponible. Euh, En revanche, sur les régions littorales, vous avez la mise en place d'une culture d'exportation intensive des agrumes qui a été commencée par les Arabes vers 1880, mais ensuite relayée en partie par les Juifs. La culture des agrimes a été extrêmement importante. De mémoire, je crois que la Palestine, dans les années 30, devait être les 10% des exportations d'agrumes dans le monde, en particulier à destination de l'Europe. Donc, vous avez une culture intensive littorale qui était à peu près moitié-moitié juive et arabe, avec une collaboration commerciale entre juifs et arabes dans la culture des agrumes. On a en fait euh, moins de 10% des terres privées qui s'appartiennent aux juifs dans la Palestine en 1948 et ce n'est qu'un archipel de lieux dans une mer arabe. Et surtout, il n'y a plus de possibilité de progression territoriale juive passé le début des années 40, d'abord parce que les Britanniques ont fait une législation hostile au transfert foncier,
Et secondement, parce que à cause de la croissance démographique accélérée de la population arabe, les prix des terres montent à, à des prix extrêmement élevés. Et par ailleurs, dans un mécanisme bien connu de colonisation de peuplement, vous avez une réponse économique des populations soumises à la colonisation, c'est-à-dire vous avez un développement de l'économie palestinienne, en particulier dans les régions littorales, extrêmement important, qui fait qu'à partir de 1940, on pourrait dire que la croissance, enfin, la répartition entre juifs et arabes de l'économie de la Palestine est à peu près stabilisée, en disant de l'ordre d'un peu plus de 50% pour les juifs et presque 40, plus de 45% pour les arabes, compte tenu qu'il y a un secteur d'État dont il est difficile de définir exactement à qui il appartient. Donc, le mandat, enfin, le foyer national juif, il est bloqué économiquement, il ne peut plus s'étendre en 1945. C'est une des raisons essentielles pour exiger la constitution immédiate d'un État juif, parce que c'est le seul moyen pour le mouvement sioniste de mettre fin à l'échec, enfin à l'impasse de son développement et donc d'acquérir des terres nécessaires pour une immigration juive renouvelée. C'est l'un des enjeux de la guerre de 1948. Merci. J'ai une deuxième question. Comment se positionnent les Palestiniens chrétiens face à la montée du Hamas et du nationalisme religieux musulman en général? Bah, il n'y a jamais eu une conduite indépendante des Palestiniens chrétiens. D'abord parce que justement les grands mouvements nationalistes palestiniens dans l'entre-deux-guerres et au-delà de Fatah, etc., ont toujours été une définition islamo-chrétienne. Il n'y a pas eu de conflit confessionnel en tant que tel, comme on a pu en avoir au Liban. On peut dire que les chrétiens palestiniens euh, se sont identifiés à la cause palestinienne de façon totale. Alors, au début de la colonisation juive, les chrétiens étaient les adversaires les plus virulents du sionisme parce que le niveau d'éducation des populations chrétiennes palestiniennes était le plus élevé et donc ils étaient en concurrence avec les immigrants juifs dans le domaine des professions libérales et ils ne pouvaient pas, enfin, ils étaient les plus radicaux contre l'immigration juive. Alors, il y a eu des tensions ces dernières années, dans la mesure, disons à partir des années 1990, dans la mesure où, dans les épreuves de la première et puis de la seconde intifada, euh, vous trouvez l'énergie pour résister aux violences et aux souffrances en s'appuyant sur la religion, ce qui a amené aussi un raidissement des musulmans sur un discours plus islamique ou plus islamiste, si vous voulez, et une tension religieuse forte. Mais le Hamas, en tant que tel, a toujours respecté les lieux saints chrétiens et a toujours tenu justement à marquer qu'il protégeait les chrétiens. Il n'y avait pas d'opposition frontale entre chrétiens et juifs, il y avait simplement éventuellement des discussions, enfin, des sujets de contestation sur la tenue vestimentaire des femmes, etc., parce que ça c'est un vieux gag au Proche-Orient. Les chrétiens, qui ont généralement la même moralité que les musulmans, ont toujours l'art de laisser leurs filles dévoilées, etc., pour faire de la provocation envers les musulmans et montrer qu'en même temps, ils sont plus civilisés que les musulmans. Mais ça, c'est pas valable qu'en Palestine, c'est valable dans l'ensemble de la région. Je vous remercie. Une autre question. N'y a-t-il pas un espoir de changement avec les jeunes générations juives, notamment aux États-Unis, qui semblent se détacher du soutien inconditionnel à Israël? C'était le cas avant le 7 octobre, je ne suis pas sûr que ce soit le cas depuis. Euh, Là, on manque encore de données, mais c'était vrai qu'il y avait une forte contestation du lobby pro-israélien, parce que c'est plus vaste que
les Juifs eux-mêmes dans la société américaine. Alors, il y a deux choses qu'il faut noter. Il y a évidemment le poids électoral des communautés juives américaines, qui est réel, mais seulement dans certaines régions, comme dans l'État de New York et à New York même. Vous avez le poids des financements des Juifs américains, d'abord à l'État d'Israël d'un côté, mais aussi dans le jeu politique américain qui est beaucoup plus ouvert au financement que le jeu français qui est complètement fermé. Vous pouvez avoir des milliardaires juifs qui peuvent donner des millions de dollars à des candidats aux élections américaines, ce qui est strictement interdit en France. Et puis, vous avez surtout aux États-Unis le poids essentiel d'un côté du protestantisme évangélique, millénariste, qui s'inscrit totalement dans le discours de l'accomplissement des prophéties. Et donc, ça, c'est un point réel, en particulier dans le Bible Belt, donc le sud des États-Unis. Et vous avez aussi la dimension des pionniers. Le légendaire sionisme répercutait dans sa propre représentation l'imaginaire de la conquête de l'Ouest par les Américains, même si les espaces, évidemment, n'étaient pas du tout les mêmes. Autrement dit, les Arabes étaient quelque part entre les Mexicains et les peaux-rouges dans la vision américaine des choses, avant que les peaux-rouges ou les Mexicains aient de nouveau le beau rôle, mais ça c'est dans le western le plus récent. Mais vous avez un ensemble de perspectives américaines qui étaient favorables culturellement au sionisme et hostiles aux Arabes, avec le point supplémentaire que vous avez le contre-coup de l'anti-impérialisme. Quand vous passez votre temps à brûler des drapeaux américains, vous devenez impopulaire aux États-Unis. Et donc, les Arabes n'ont jamais compris que l'anti-impérialisme avait des conséquences extrêmement négatives sur la société américaine. Merci. Alors, je vais passer à une autre série de questions qui nous viennent de Marine. Alors, première question, question très vaste. Pourquoi la solution à deux États n'a-t-elle jamais été possible? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elle était possible à condition qu'il y ait une décolonisation. D'accord. Mais comme il n'y a pas eu de décolonisation, elle a été rendue impossible. Hmm. Aujourd'hui, vous avez 500 000 colons en Cisjordanie. Deuxième question de Marine. La lecture historique de la Bible par les Juifs n'est-elle pas remise en cause, au moins en partie, par le travail des historiens? Oui, bon, alors, si vous voulez, le sionisme n'est possible que par une opération historiographique antérieure qui fait qu'on cesse de lire la Bible comme un texte religieux pour en faire un texte historique. C'est par exemple ce que fait Renan en France dans son histoire du peuple juif, publié dans les années 1880, 1890. Mais vous avez d'autres historiens, juifs et non juifs, qui font une lecture historique de la Bible et qui donc créent cette vision des choses. Et vous avez aujourd'hui, contrairement au 19e siècle, un écart croissant entre les découvertes archéologiques et une lecture au premier degré de la Bible. Ceci est un objet de controverse dont je ne suis pas capable, évidemment, de vous donner la bonne solution, mais prenez par exemple compte que bon, la fuite en Égypte, enfin, l'exode, l'épisode égyptien de la Bible est probablement totalement mythique, que les Juifs sont en fait l'un des peuples cananéens et pas des gens venus de l'extérieur, que Jéricho n'avait jamais vu des murailles tomber sur des coups de trompette, et ainsi de suite. On a même des gros doutes sur l'existence historique de Salomon et de David. Ensuite, ça va. Juda et Israël comme État, là, on a une connaissance historique réelle de ces États. Mais pour Salomon et David, il y a des doutes. Mais bon, jamais la critique historique n'a réellement influencé
la décision politique. Ce sont des choses d'autres domaines. Les, comment dire, hein. Il y avait la blague sur les premières décennies du mouvement sioniste qui était de dire que les Juifs, les sionistes ne croyaient pas en Dieu, mais croyaient que Dieu leur avait donné la terre promise. Et puis, aujourd'hui, les mouvements colons religieux ont une lecture totalement littéraliste de la Bible. Euh, Ça, c'est un autre sujet. Là. Encore une fois, on a des lectures historiques et de critiques historiques de l'Évangile, de la Bible, du Nouveau Testament, du Coran, etc. Mais les croyants, en général, laissent de côté ces lectures historiques. Ces lectures historiques. J'ai une question maintenant de Tom. Quels éléments pourraient transformer la trêve en cours en cessez-le-feu durable? Ça, vous savez, les historiens ont beaucoup de mal à prédire le passé. Donc, pour l'avenir, je ne me pencherai pas. Cette question de rapport de force, c'est une question de tension interne aux sociétés, à la société israélienne. C'est une question du rapport entre les puissances occidentales et Israël. Vous avez là un ensemble de paramètres. Je crois que personne ne sait exactement ce qui va se passer à partir de demain 7 heures. J'ai également une question maintenant de Catherine à propos du terme antisionisme aujourd'hui en France. Elle demande si l'antisionisme désigne bien l'élimination de l'État d'Israël. Et donc, si cette si cette définition est la bonne, est-ce que ça ne veut pas dire que donc être antisioniste, c'est une forme finalement d'antisémitisme, puisque les conséquences qu'aurait la fin d'Israël pour les Juifs seraient catastrophiques? Bon, d'abord, un point essentiel, les Palestiniens luttent contre des envahisseurs qu'ils considèrent venus de l'extérieur. Donc, qu'ils soient des Esquimaux, des Juifs, des Podèles ou des Sildaves, le problème pour eux est le même. Ils ne sont pas hostiles à Israël pour des raisons religieuses ou par antisémitisme. Ils sont anti-israéliens parce qu'ils sont soumis à une colonisation et à une expulsion. Ça, c'est un point essentiel. Si on ne le comprend pas, on ne comprend rien aux données du problème. Ensuite, si vous retombez sur la question de l'exceptionnalité. Je veux dire, vous pouvez appeler, par exemple, à faire des sanctions contre le Venezuela, contre la Russie, contre l'Iran, contre la Malaisie, si vous voulez, enfin, contre n'importe quel pays au monde. Ceci est interprété comme étant purement politique. Si vous appelez des sanctions contre l'État d'Israël, vous n'êtes plus défini dans le politique, vous êtes défini dans l'antisémitisme ou le religieux. Ce qui explique aussi un autre échec du sionisme, qui est un échec du passage au politique. Euh, L'antisémitisme au sens étroit du terme me s'en prenait aux juifs, aux populations juives, pour des actes qui, en général, ils n'avaient pas commis. Tandis que là, on est par rapport à l'action d'un mouvement politique, le sionisme, et d'un État politique qui est l'État d'Israël. Et on se trouve là pris dans le piège de l'exceptionnalité que j'ai essayé de définir tout à l'heure. Vous traitez le sujet de l'État d'Israël de façon totalement différente de tous les autres États au monde. Alors, par exemple, la question de l'antisionisme, vous dites tout de suite, vous récusez la légitimité de l'État d'Israël. Et les autres vous répondront, est-ce que pour vous, la légitimité de l'État d'Israël justifie l'expulsion des Palestiniens? Et vous entrez dans un débat sans fin parce qu'il n'y a pas de solution à ce débat. Alors, s'il est vrai aussi que certaines formes d'antisionisme peuvent glisser très progressivement vers de l'antisémitisme, mais de façon plus ou moins indirecte, d'une part, parce que, par exemple, les antisémites disaient que les juifs avaient des pouvoirs dans le monde, mais vous avez bien des lobbies ou des groupes de pression favorables à l'État d'Israël dans différents pays du monde, donc vous êtes bien dans du champ du politique. Et ensuite, des prises de position hostiles à l'État d'Israël peuvent vous amener des sanctions d'ordre divers qui renforcent à ce moment-là ou qui amènent une dérive chez certaines personnes vers des positions qui ne sont plus vraiment antisémites,
mais antisémites. Cela arrive assez régulièrement. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans le Parti travailliste britannique à l'époque de Corbyn. Euh, mais le fait même qu'on n'arrive pas à distinguer antisionisme, qui est une position politique, et antisémitisme, renvoie à l'échec d'État d'Israël en tant que passage politique. D'accord. J'ai une question de Paul Libert à propos du terme palestinien. Alors, comment ce terme a conduit à ne désigner que les Arabes de Palestine, alors qu'il semble que les sources au début du XXe siècle utilisaient ce mot pour évoquer tous les habitants de Palestine, quels qu'ils soient. Non, il y a différentes choses. Les Juifs ne se sont jamais définis comme Palestiniens. Ils se définissaient comme, enfin, ceux qui étaient en Palestine sous le mandat, comme les habitants d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. Alors, c'est vrai que quand ils avaient des papiers d'identité britanniques, ils étaient marqués Palestine, et c'est vrai que parfois en Occident, on appelait les Juifs de Palestine les Palestiniens, parce qu'ils avaient des papiers d'identité palestiniens. Mais le fondement même du sionisme était le refus d'une identité palestinienne. D'abord parce que Palestine, ça renvoie à Philistin, donc les ennemis des Juifs dans la Bible. C'est le même mot en arabe, hein, Philistine, Philistin. Ensuite, par exemple, Menahem Begin, le grand leader de la droite israélienne sous le mandat et ensuite dans les premières décennies de l'État d'Israël, prétendait même que le mot Palestine n'existait pas en hébreu. Euh, donc pour lui, il n'y avait pas de Palestiniens, il n'y avait que des habitants arabes d'Eretz Israël. Et donc, l'identification palestine pour les Juifs a été toujours très temporaire et liée aux circonstances administratives du mandat britannique sur la Palestine. Mais même sous l'époque du mandat britannique, par exemple, les billets de banque ou les monnaies portaient trois inscriptions: Palestine en anglais, Palestine en arabe et Eretz Israël en hébreu. Ce qui montre bien qu'il n'y avait pas d'identification commune. En revanche, le mot Palestine, bon, n'a jamais disparu de la langue arabe, ça, parce que euh, il est, quand les Arabes sont arrivés, cette région s'appelait Palestine, tout simplement parce que c'était les provinces romaines et byzantines de Palestine. Il y en avait trois: la première, la seconde et la troisième, à partir de la mer. Et ensuite, l'identité palestinienne s'est réaffirmée à partir de la seconde moitié du 19e siècle. On a déjà, par exemple, des journaux arabes publiés au début du 20e siècle à Jaffa qui s'appellent Al-Palestine, donc la Palestine. Et le terme Palestine est dans un usage absolument courant en arabe avant 1914, alors que les Juifs récusaient le terme. D'accord. J'ai une question maintenant de Mohamed qui demande si la solution d'un État unique, multiconfessionnel et binational, est-ce que cette solution est totalement irréaliste? Bah, d'abord, comme je l'ai dit, il y a la satisfaction identitaire. Les gens veulent des papiers d'identité à leur nom, un drapeau, un hymne national, et ainsi de suite. Tous ceux qui symbolisent l'identité nationale, chacun l'exige pour soi comme étant différente des autres. Les Arabes israéliens se sentent jamais heureux quand l'État d'Israël célèbre sa création et sa victoire de 1948. C'est comme les Arabes d'Algérie, ils ne se sentaient pas heureux quand on faisait le centenaire de l'Algérie française. Euh, donc, c'est une impossibilité, si vous voulez, de référent euh, commun. Donc, ça, c'est une première chose. Vous, vous devez à ce moment-là penser le système en ordre communautaire. Alors, c'était des choses qui ont été discutées dans les années 1930, c'est-à-dire diviser la société du mandat britannique en communautés avec chacun des droits ou des devoirs un peu
différents. Bon, il y avait même l'idée que finalement, on pourrait adopter un modèle à la libanaise, c'est-à-dire un partage des fonctions politiques selon l'importance présumée des communautés. Mais bon, tout ça a échoué, y compris au Liban aujourd'hui. Il suffit de voir aussi en Irak que c'est pas génial non plus. Euh, donc, un système confessionnel paraît très difficile. Et surtout, il n'est pas souhaité par les uns et par les autres. Ça, c'est absolument essentiel. Les... Encore une fois, je pense que les deux États, c'est plus de l'ordre de la fiction juridique pour donner satisfaction aux uns et aux autres, mais ils sont obligés, dans le réel, de pratiquer une gestion commune. Mais pour que ça fonctionne correctement, il faut que la gestion soit non seulement commune, mais elle soit équitable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, j'ai une question qui, de toute façon, est un peu dans la même logique. Est-ce que ça ne pose pas de problème à ces deux peuples que leurs références religieuses soient quand même en lien étroit? Au contraire, le- les Arabes de Palestine, enfin les musulmans de Palestine, ont été plutôt formés depuis l'époque mamelouk et ottomane dans l'idée qu'ils sont les défenseurs de la Terre sainte, non parce que la Terre sainte, cette terre est aussi sainte pour les musulmans, pas seulement pour les juifs et les chrétiens, mais défenseurs de la Terre sainte qui s'étaient orientés contre un retour des croisés. Tandis que avec l'arrivée des colons juifs, on voit le glissement progressif de la lutte contre les croisés vers la lutte contre la, le mouvement sionisme et la colonisation juive. Et, euh, et les Israéliens, enfin pour les Israéliens, ça n'a qu'un sens. C'est une version faussée, tronquée, etc., du judaïsme. Et puis n'oubliez pas que l'islam n'est pas dans le même rapport au judaïsme que le christianisme. Le christianisme a un problème juif, entre guillemets, parce qu'il s'appuie sur le texte biblique que nous, les chrétiens, appellent l'Ancien Testament. Et donc, il y a une identité de texte, mais évidemment une divergence totale de lecture. Pour l'islam, par définition, les écritures chrétiennes et juives sont tronquées et fausses. Donc, il n'y a pas de lutte des priorités entre les écritures de ces pays. Ils considèrent que leur version, par exemple, de l'histoire d'Abraham est la vraie et que celle qui est dans la Bible est fausse. Alors, pour amener une provocation supplémentaire, mais qui est historiquement vraie, la seule vraie création judéo-chrétienne, en dehors des communautés juives christianisées du début du christianisme, la seule création islamo-chrétienne, judéo-chrétienne dans l'histoire, c'est l'islam. Puisque les historiens le savent depuis toujours en réalité, que l'islam est le produit de la fusion d'éléments juifs et chrétiens dans un nouvel ensemble qui porte la référence musulmane. Et donc, à chaque fois qu'on me parle de judéo-christianisme, je dis, ah oui, vous parlez d'islam. Euh, Ce qui évidemment provoque la surprise de mes interlocuteurs. Merci. J'ai une question de Claire maintenant sur un autre temps. Vous avez dit tout à l'heure que l'échec d'Oslo est à mettre sur le compte d'Israël et de son refus de décoloniser. N'y a-t-il pas également une responsabilité palestinienne? Non, je veux dire, dans la mesure même où les accords d'Oslo, les Israéliens, enfin les Palestiniens ont considéré dès le départ que créer un État palestinien, c'était sur les 28% qui restaient de la Palestine mandataire et qui ne pouvaient pas céder plus qu'ils n'avaient cédé euh, jusque-là. Or, les responsables israéliens, qu'ils soient de gauche comme Rabin ou Pérez, eux pensaient qu'en réalité, d'abord, ils n'étaient pas sûrs qu'il y aurait un État palestinien. Ça, c'était une première chose. Et ensuite, ils pensaient que cet État palestinien pouvait éventuellement représenter
60-70% de la Cisjordanie. Il faut aussi comptabiliser Jérusalem, etc. Donc, ça a posé dès le départ une divergence de propos parce que les Israéliens étaient avec les Américains, étaient dans une vision de négociation fondée sur des rapports de force, tandis que les Palestiniens ne pouvaient pas céder plus qu'ils n'avaient déjà cédé. Euh, donc, l'échec était prévisible à partir de ce moment-là. Alors, en plus, vous avez eu des facteurs connexes. Oslo renvoyait les sujets qui se fâchent à la fin en disant que la cohabitation et la collaboration permettraient d'établir des relations de confiance avant d'aborder le chapitre final des négociations. Alors, c'est strictement l'inverse qui s'est produit, puisque les violences d'un côté, l'extension de la colonisation pendant le processus d'Oslo a ruiné complètement la confiance que les uns ou les autres pouvaient avoir entre eux. Et le fait même de renvoyer les dossiers qui fâchent, c'est-à-dire Jérusalem, les réfugiés et les limites territoriales de la Palestine, qui serait éventuellement un État, parce que ce n'était pas fixé euh, au départ, rendait pratiquement impossible l'établissement de relations de confiance, même si les négociateurs ont beaucoup travaillé. Puis, point supplémentaire et tout à fait important, c'est la trop grande transparence du système politique israélien. C'est-à-dire que pratiquement en Israël, les délibérations gouvernementales sont dans les journaux le lendemain. Et vous avez une presse israélienne qui fait la chasse au scoop en permanence. Autrement dit, le moindre document de travail qui aurait défini tel ou tel point sur la négociation finale aurait fuité dans la presse dans les 48 heures. Un résultat, quand il y a eu la négociation de 2000 à Camp David, les Israéliens n'avaient aucun document de travail sérieux, avec différentes définitions des hypothèses, et ainsi de suite. Et de côté palestinien, on n'avait pas de document de recherche parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre à négocier que la création d'un État palestinien dans les limites des territoires occupés une fois. Et puis, il y avait la question de Jérusalem qui n'avait absolument pas été préparée par aucune des parties. Les Américains ont découvert qu'il y avait des problèmes à Jérusalem à Camp David, ce qui est quand même assez terrible quand on revoit le dossier. Je vous remercie. Alors, j'ai encore plusieurs questions et le temps passe. Est-ce que ça vous ennuie s'il y a éventuellement une petite rallonge de temps, Monsieur Laurence? Est-ce que vous êtes peut-être attendu? Ben, pas trop longtemps quand même, parce que je commence à être Oui, je comprends. fatigué. Mais j'arrête les questions avec ce que j'ai promis. Alors, j'ai une question de Cola qui demande comment expliquer la faiblesse politique de l'autorité palestinienne et son apparente incapacité à avoir pu se faire entendre depuis des années, alors qu'elle était l'unique interlocutrice d'Israël sans concurrence. Dans Ben, tout quelle mesure? simplement, ben, tout simple- La question est un peu longue, je vous la dis en ensemble pour que vous compreniez le raisonnement. Dans quelle mesure la lente aggravation de la situation depuis 15 ou 20 ans est-elle uniquement le résultat d'un colonialisme réitéré côté israélien ou également de la faiblesse d'un discours défensif en face? L'autorité palestinienne dispose-t-elle d'outils qu'elle n'aurait pas su mobiliser, ou bien peut-on dire qu'elle est enfermée dans un rôle de gardiennage qui l'empêche par nature de peser? Oui, ou de sous-location, enfin, pas de sous le problème est simple. L'autorité palestinienne a montré son incapacité à défendre la population de la Cisjordanie devant les progrès de la colonisation. Donc, elle s'est progressivement euh, dévalorisée aux yeux de sa population, parce que non seulement elle est incapable de freiner la colonisation, mais elle est aussi incapable de protéger la population des incursions israélienne à l'intérieur de ce qu'on appelle la zone A, c'est-à-dire celle qui est théoriquement en gestion directe de l'autorité palestinienne.
Alors, on avait quelqu'un qui était très bien, qui était Salim Fayyad, qui mettait le petit chéri des Occidentaux parce qu'il voulait remettre une économie palestinienne sur place avec une bonne économie, etc. Il a fait un bon travail réformateur, mais ça lui a multiplié les ennemis et Mazen s'en est facilement débarrassé parce que de toute façon, le discours anticorruption des autorités occidentales n'avait pas de sens parce qu'ils avaient besoin d'une autorité palestinienne qui tienne la région par ses pratiques clientélistes. Et donc, à partir de ce moment-là, ce n'était pas possible. Alors, la seule force de l'autorité palestinienne, c'est qu'elle emploie plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires qui font vivre autant de familles. Donc, la disparition de l'autorité palestinienne ferait disparaître la source de revenus d'une grande partie de la population de la Cisjordanie. Mais sa base morale et humaine est complètement discréditée aujourd'hui. Je vous remercie. J'ai une autre question. La dimension économique est peu présente dans le débat public sur cette question, alors que les liens sont très nombreux et l'interdépendance forte entre les deux communautés, tant en Cisjordanie qu'à Gaza. N'y a-t-il pas là une voie à chercher pour des solutions dans une logique pragmatique? Non, au contraire, l'État, enfin, la Cisjordanie étant composée d'une série d'enclaves palestiniennes, si on peut dire, le financement de l'autorité palestinienne dépend d'un côté des droits de douane que Israël fait au profit de la Cisjordanie, de l'autorité palestinienne, et d'autre part sur l'aide économique internationale, que, en particulier et même surtout européenne, à destination de l'autorité palestinienne. Et cet argent qu'Israël doit reverser à l'autorité palestinienne est régulièrement ponctionné par Israël comme moyen de pression sur l'autorité palestinienne. C'est-à-dire que de l'argent qui est un argent palestinien, puisqu'il s'agit des droits de douane, n'est pas délivré à l'autorité palestinienne. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas d'indépendance de financement, où vous n'avez pas de collaboration sérieuse et certaine entre les éléments. Et en fait, vous avez un jeu permanent de conditionnalité qui fait que, en fait, la politique israélienne, elle est définie depuis 1967 comme celle de la carotte et du bâton. Mais c'est pas avec du carotte et du bâton que vous établissez des relations de confiance. Effectivement. J'ai une dernière question, on va tenir le temps, j'en suis contente. Alors, question de Catherine. À l'heure actuelle, y a-t-il des Israéliens qui prennent la parole pour demander l'arrêt des bombardements sur Gaza du fait du nombre de morts énorme du côté palestinien? Vu d'ici, on a l'impression qu'en Israël, ces bombardements ne sont pas remis en cause. Bah, disons qu'il y a quelques éléments généreux qui, en effet, prennent la défense de la population de Gaza, mais ils ont le sentiment d'être isolés dans l'Israël d'aujourd'hui qui est complètement meurtri par les atrocités du 7 octobre. Et ces éléments existent. Il y avait la grande organisation des droits de l'homme, le B'Tselem, qui pratique une défense active des Palestiniens depuis des décennies et qui sont des gens très courageux, mais aujourd'hui, ils ne sont pas du tout écoutés dans la population juive. Puis, de toute façon, globalement, glisse vers un nationalisme religieux de droite de plus en plus exacerbé. Ça, c'est la tendance lourde qui fait que ce qui pouvait apparaître comme une droite dure il y a 20 ou 30 ans est aujourd'hui vu comme un centrisme. Donc, on voit l'importance du glissement. Et quant à la gauche israélienne, elle a quasiment disparu. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Il est 19h59. J'étais pas certaine qu'on y arriverait il y a même de ça 15 minutes et vous y êtes arrivé. Je vous remercie infiniment encore une fois pour votre propos. Écoutez, merci à tous hein, pour votre présence, pour la qualité de vos questions. Cette vidéo, je le rappelle, enfin cette visioconférence est enregistrée et je vais faire mon possible pour qu'elle soit montée et mise en ligne au plus tôt pour que vous puissiez la revoir et peut-être prendre en note des passages qui vous auraient échappé.
Et de mon côté, c'est tout bon. Vraiment, un grand merci à vous, Monsieur Laurence, hein. Et C'était moi, un je vous plaisir de vous remercie. recevoir et un honneur, hein. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée plutôt. Très bonne fin de journée.